Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer spécial Gold Cup. Donc, comme d'habitude, on revient, donc notre podcast quotidien revient sur les matchs de la veille de la Gold Cup. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 juin, un beau dimanche ensoleillé, à Montréal en tout cas. Et effectivement, on revient sur les matchs d'hier soir. Donc, hier soir, il y a eu 2 grands matchs et il va falloir qu'on revienne là-dessus. Et pour, comme experts, on a de nos 2 rédacteurs en chef, 2 des rédacteurs en chef de Culture Soccer. Donc, en premier, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Salut Adi, ouais, on n'a pas forcément le grand soleil, mais en tout cas, on a de la chaleur ici, donc ça va très bien à Paris. Parfait, parfait. Et le deuxième rédacteur en chef, le grand, le bon retour de Anthony de Varenne, que vous avez écouté dans les quelques derniers jours. Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. En tant que nouveau Montréalais depuis pratiquement une semaine, je suis plein d'énergie. Exactement, ben c'est ça que Montréal te fait. Donc maintenant, comme je t'ai dit, il y a toujours, j'ai toujours un objectif à faire de toi un partisan de l'Impact de Montréal. J'espère que ça arrivera très vite. Bref, on passe au vif du sujet et la Gold Cup. Hier, il y avait des matchs quand même assez intéressants. En premier, le match entre la Guyana et le Panama. C'est sûr que le Panama avait déjà remporté son premier match contre la Trinité et Tobago et le Guyana avait perdu assez lourdement face aux États-Unis. Déjà, en premier, toi, Guyana-Panama, Anthony, qu'est-ce que tu as vu de ce match-là? Est-ce que tu as bien aimé, t'as aimé ce match-là? Tu as aimé la prestation que tu as vue devant toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, je crois que le Panama, là, j'ai l'impression que ça, pour le dernier match, gros, ça risque de quand même chambouler les États-Unis parce que pour vrai, j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai vu du Panama. Ils n'ont pas semblé vraiment inquiétés dans la rencontre, à part quelques petites erreurs défensives qui ont causé les 2 penalties. Mais vraiment, là, ne pas encaisser en cours de jeu, là, c'est vraiment positif et vraiment, là, les joueurs là, semblent vraiment liés. Là. Il y a pas vraiment, j'ai pas vu de grandes individualités, mais vraiment là, un vraiment beau groupe et j'ai vraiment hâte de voir le match contre les États-Unis. Ouais, c'est ça. Moi, sincèrement, j'ai bien aimé ce match-là parce que, bon, je m'attendais à une victoire fleuve du Panama. Contrairement à toi, moi, j'ai pas trouvé que c'était simple pour le Panama, en fait. C'était oui, 4-2. Oui, c'est vrai qu'ils ont encaissé juste 2 buts sur penalty. Par contre, je trouvais que la Guyana m'a vraiment impressionné, surtout le gardien de but de la Guyana, Clark. Clark a fait des arrêts, mais extraordinaires. Il y a certaines choses que j'ai vraiment pas aimées dans ce match-là, surtout sur le 3e but du Panama qui est aussi venu sur penalty. Donc, il y a eu 3 penalties durant ce match-là. Le gardien a fait l'arrêt sur le penalty. Et en fait, l'arbitre, à cause de la nouvelle règle, a refusé le but. Il a complètement refusé le but sur ce penalty. Et parce qu'il disait comme quoi le gardien n'était plus sur sa ligne lorsqu'il a été tiré. C'est la nouvelle règle de la FIFA. Et malheureusement, il n'y a pas de VAR dans la Gold Cup. Puis en fait, on regarde au ralenti, puis il était encore sur sa ligne. Et malheureusement, le penalty a été retiré, puis il a été marqué. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le momentum était du côté de du Guyana. Puis c'était 2-1 pour le Panama. Et puis, si jamais ce penalty avait été sauvé, peut-être que ça aurait changé un peu l'allure du match. Je dis pas que la Guyana aurait pu battre le Panama, mais je pense que ça les a vraiment coupés dans leur élan avec ce but à la 51e minute sur penalty. J'ai pas trop aimé ça. D'une deuxième chose, c'était un match extrêmement agressif et vraiment très, très, très agressif. On regarde, durant cette Gold Cup, les arbitres ont un peu de mal à sortir des cartons jaunes et cartons rouges. Durant ce match-là, il y a eu 4 cartons jaunes, ce qui est quand même beaucoup au niveau de la Gold Cup.
C'est fou. Puis aussi, il faut pas oublier que le deuxième but du Panama est venu sur un but contre son camp de Terence Van Kooten, qui a fait un bon match par contre. Et le pauvre, vraiment le but contre son camp, il y a eu 2 déviations. Il y a eu une première déviation, donc ce qui fait que lui, il est un peu pris au dépourvu. Puis il marque un but contre son camp donc le gardien ne pouvait pas faire grand-chose. Lui non plus ne pouvait pas faire grand-chose. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est ça. C'est quand même intéressant. Après, bon, arrivé au 3-1 pour le Panama, je pense que le coach du Guyana a vraiment essayé de faire quelque chose en rentrant beaucoup de joueurs offensifs. Et au lieu que ça aide l'équipe du Guyana, en fait, pas du tout. Ça a fait, il y a eu tellement de joueurs offensifs qui sont rentrés qu'il y a eu une cassure entre la défense et le milieu de terrain. Entre le défense et l'attaque, pardon. Le milieu de terrain a commencé à perdre toutes ses batailles. Puis c'est là où le Panama a le plus dominé quand l'entraîneur a fait ses changements, ce qui est un peu ridicule selon moi. Donc voilà, bref, sinon le Panama, on s'y attendait. C'est pas une grosse surprise de les voir s'imposer. C'est sympa parce que dans les individualités, moi j'ai vu du côté du Panama Armando Cooper qui a été excellent, mais surtout Murillo. Murillo, le latéral droit des New York Red Bulls, qui a été extraordinaire dans ce match-là. Je pense qu'il est à 1 but, 2 passes décisives, si je ne me trompe pas, durant ce match-là. C'est quand même extraordinaire, 23 ans, excellent joueur, vraiment titulaire d'habitude avec les Red Bulls. Puis on voit très bien pourquoi. Oui, hein, et aussi, moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est si on revient un peu sur la Guyana, là, c'est que c'était leur premier but dans leur histoire dans la Gold Cup. Donc, c'est un moment assez spécial. Et j'aime bien revenir sur les joueurs qui évoluent en USL. Et encore une fois, là, Jordan Dover, qui a récolté un carton jaune, n'a pas parfois semblé en difficulté, mais tu sais, j'ai quand même bien aimé sa performance. Là. Vraiment, contre une équipe quand même supérieure à celle de la Guyana, là, je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé et il est quand même assez jeune, 24 ans, donc j'espère le voir progresser avec cette nation dans les prochaines années. Je crois que ça peut être intéressant. Exactement. Puis, comme d'habitude, tu parles de Dover parce que c'est un joueur de USL, pour ceux qui ne le savent pas, qui joue au Pittsburgh Riverhounds. Donc, voilà, le spécialiste de l'USL qui aime bien aller vérifier ce que ses pépites sont en train de faire à droite et à gauche. Puis, voilà, c'est ça ce qu'on aime chez Anthony qui va nous donner ce côté-là. Et j'ai bien aimé... moi, pour parler de la CAN-PL, il y avait Emery Walshman qui était à la pointe de l'attaque en Guyana. Malheureusement, il n'a pas été très dangereux parce que la plupart des actions dangereuses sont venues d'habitude des ailiers. Lui, il a plus fait un peu créer des comptes d'appel pour libérer les ailiers. Mais quand même, c'est un très bon joueur. Il est prêté par Cincinnati, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il joue en Canadian Premier League avec Forge FC, donc du côté de l'Ontario. Bref, lui était pas mal aussi. Bref, donc voilà, finalement, victoire finale du Panama sur le score de 4-2. Le Panama, avec 6 points, attendait impatiemment le match des États-Unis pour savoir si jamais ils étaient déjà qualifiés ou non. C'est sûr, si les États-Unis battaient la Trinité et Tobago, ça faisait en sorte que les États-Unis et le Panama se qualifiaient au prochain tour. Et c'est effectivement le cas. Les États-Unis ont, sur papier, atomisé Trinité et Tobago sur le score de 6-0. Je répète, 6-0. La bonne revanche des États-Unis qui, après, dans leur dernier match contre la Trinité et Tobago, c'était une défaite face au Trinité et Tobago qui avait fait en sorte que les États-Unis ne s'étaient pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. On l'a déjà dit, on le répète de nouveau pour vraiment souligner combien ça fait du bien aux États-Unis, que ce soit le groupe, que ce soit l'entraîneur ou que ce soit les supporters de l'équipe nationale américaine, combien ça fait de bien de gagner sur ce score assez large face à Trinité et Tobago. Par contre, dans le match, c'était un peu différent de ce qu'on voit sur papier, n'est-ce pas, Anthony? Oui, si quelqu'un a seulement regardé le match, a seulement vu le résumé, là, il peut dire que la Trinité n'a jamais été présente, là, mais vraiment, là, c'est clairement pas mérité le 6-0. Là. Seulement à la mi-temps, c'était 1-0. Et je crois que
que ce 1-0 reflète parfaitement la rencontre parce que vraiment, là, les Trinités, là, surtout avant la blessure de Kareem Island, vraiment un pilier au milieu, là, mais vraiment, avant sa blessure, là, c'était un match égal, vraiment. Oui, peut-être que les Américains avaient plus la possession, mais la Trinité vraiment était explosive en contre-attaque. Et d'ailleurs, là, tu parlais que j'aime bien suivre mes pépites de USL, là, mais sur le 11 partant de la Trinité, il y avait 5 joueurs de USL Championship et un de League One. Donc, c'était vraiment intéressant. Désolé. Et finalement, Neville Aksha, l'un des meilleurs joueurs du NDLFN, était partant. Et ça s'est quand même fait sentir en première mi-temps. Là, la défense de la Trinité semblait un peu plus sereine avec Alvin Jones à droite, le bourreau des États-Unis en 2017. Vraiment, j'ai été plein d'espoir au début de la rencontre, même si peu de gens les mettaient gagnants ou même avec un match nul. Mais vraiment, là, malgré le 6-0, là, je crois que la Trinité doit garder la tête haute. Exactement, et tu l'as dit, en première mi-temps, c'était très, très serré. Un but de Aaron Long sur un merveilleux centre de Christian Pulisic à la 41e minute qui a donné le 1-0, mais c'était tellement équilibré en première mi-temps, personne ne s'attendait à un score pareil en seconde. Puis en seconde, vraiment, les États-Unis ont complètement déroulé, n'est-ce pas, Antoine? Je pense que tu as dû apprécier ces 5 buts dans la deuxième mi-temps, dont un doublé de ton joueur préféré, Gyasi Zardes. Ouais, on va en parler un petit peu après, mais avant ça, je voulais dire, je suis pas vraiment d'accord avec Anis Anthony quand il dit que le 1-0 reflétait bien la rencontre. En fait, il y a vraiment deux matchs. Le premier match où le 1-0 reflète totalement la première mi-temps, parce que le Trinidad et Tobago a vraiment des occasions, c'est vrai, mais la possession de balle est quand même américaine, et les Américains tournent mais ont du mal à se rapprocher du but. Tyler Boyd, il tente de loin plusieurs fois des tirs lointains, mais il y a vraiment du mal à s'approcher vraiment du but. Mais par contre, les Américains ont quand même la possession. Et la deuxième mi-temps, par contre, le gardien trinitaire, ouais, peut-être. Le gardien trinidadien. Le gardien trinidadien a fait un excellent match en deuxième mi-temps parce qu'il y aurait pu avoir 8 ou 9-0. Vraiment, il y a tellement d'occasions. Il y a 2 poteaux en deuxième mi-temps pour les États-Unis. Il y a 2 ou 3 arrêts sur la ligne du gardien trinidadien. C'est vraiment impressionnant. Et franchement, tu vois, c'est vraiment injuste un petit peu pour Trinidad et Tobago qui s'écroule complètement en deuxième mi-temps, mais il y aurait eu 8 ou 9-0 en deuxième mi-temps, ça ne m'aurait pas étonné, parce qu'il y a un nombre d'occasions pour les États-Unis qui est impressionnant en deuxième période. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est un match en demi-temps, comme on le dit si bien. Je pense que la première mi-temps, je pense qu'Anthony, ce qu'il essaie de dire, c'est que la mi-temps était très égale. Donc, en première mi-temps, si jamais ça aurait été 1-0 pour Trinidad et Tobago ou bien 1-0 pour les États-Unis, on n'aurait pas été choqué parce que il n'y avait pas de domination, même si on s'entend à la possession. Pour moi, c'est pas ça qui fait en sorte qu'une équipe est meilleure qu'une autre. C'est des systèmes de jeu. Il y en a qui jouent en contre-attaque. Et c'est ce que le Trinité et Tobago avait choisi durant ce match-là. Mais j'aurais pas été étonné de voir un 1-0 pour Trinité et Tobago à la fin de la première mi-temps parce qu'ils ont eu, comme tu l'as dit et comme Anthony l'a dit, de grosses occasions. Donc, mais après, la deuxième mi-temps, mais tu as complètement raison. Là, les États-Unis ont vraiment écrasé Trinité et Tobago et c'était, ça se voyait, mais ça sautait aux yeux et ça a commencé beaucoup plus à partir de la 55e minute où vraiment la domination a été à son plus fort. Et puis c'est là, 10 minutes plus tard, donc à 66e, que Zardes marque un très beau but d'équipe, vraiment un très beau collectif. Et c'est ce que j'ai aimé. J'aimerais en parler avec toi, Antoine. Il y a eu beaucoup de critiques sur Greg Berhalter, sur les choix des joueurs qu'il a choisis et qu'il a pris pour cette Gold Cup, sur son système de jeu, sur sa manière de jouer, sur le fait qu'il n'utilise pas bien ses joueurs et ainsi de suite. Moi, j'ai toujours été un grand admirateur de Berhalter et je sais que toi aussi, même si aussi tu l'as critiqué avec raison à un moment donné, mais là, on a vu le vrai Greg Berhalter. Non, moi, j'ai vu exactement ce que je m'attendais de Greg Berhalter pour cette équipe nationale des États-Unis. Un jeu collectif où il est offensif et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est quand même, c'est pas une petite équipe, Trinité et Tobago, hein, c'est pas une petite sélection en région CONCACAF. On l'a vu en 2018.
Ouais, alors deux trucs, ouais, d'abord, je suis pas d'accord, le jeu collectif était impressionnant. Il y avait des successions de passes parfois qui étaient excellentes, et dès que, je me souviens plus exactement à quelle minute c'est, mais il y a un moment où Sardes fait un tir qui est arrêté, et puis juste après, même si les Trinidadiens ont le ballon, les Américains vraiment se projetaient tellement qu'en 2 secondes, ils récupéraient le ballon, et puis Maurice tente un centre pour Kenny qui rate une bicyclette, mais enfin, voilà, c'était un pressing constant et un déroulement d'occasion constant pour les Américains. Donc c'est vraiment impressionnant et il y a un jeu collectif qui se met en place avec Maurice sur les ailes, avec Pulisic et Areola de l'autre. Parce que ouais, vraiment, je parle beaucoup de Maurice parce que je trouve que la sortie de Boyd, qui est pourtant qui était un des plus dangereux en première mi-temps, c'était vraiment le seul qui tentait, même s'il tentait parfois un peu trop et qui tentait trop de tirs de loin. Mais franchement, la sortie de Boyd pour Maurice a été hyper importante en deuxième période et ça me prête à l'heure de jeu où justement ça a commencé à jouer. Mais il y a le système, parce que je juste le dis, le système de Berhalter n'était pas vraiment mis en place comme il le faisait avant, c'est-à-dire que le latéral droit n'était pas super haut, même si Lima jouait haut, il ne jouait pas en tant que milieu de terrain comme Berhalter avait essayé avec Adams. Et en fait, donc, d'un côté, tu avais Lima qui jouait à droite et qui combinait bien avec Boyd ou Maurice par la suite. Et à gauche, Tim Rim, par contre, ne montait pas du tout, parce que j'imaginais c'était une instruction, mais en fait, Pulisic jouait vraiment avec Areola sur le côté gauche. Donc en fait, sur les deux côtés, il y avait à chaque fois 2 personnes pour créer le surnombre, ce qui donnait beaucoup de centres pour Zardes. Ouais, effectivement. Et c'est ça, moi, j'ai vu une grande partie de ce match-là. Et puis, bon, on le savait dès le début, et je t'en avais parlé lors des autres matchs, des autres épisodes qu'on a fait sur les États-Unis. Comme quoi, Tim Ream, je m'attendais à ce qu'il joue beaucoup plus en défensivement. Bon, pour moi, il a fait encore, malgré cette domination et ce score fleuve de 6-0, moi, je l'ai trouvé assez quelconque durant ce match-là. Ouais. Vraiment assez quelconque. Puis je trouve qu'il y a de là à gagner un 6-0 contre une équipe où tu vraiment domines, fais rentrer Daniel Lovitz, où lui va t'amener aussi ce côté un peu plus offensif, parce que on s'entend, à partir de la deuxième mi-temps, Trinité et Tobago n'a pas été dangereux, donc t'aurais pu encore plus mettre ton pied sur l'accélérateur et enfoncer encore plus cette équipe de Trinité et Tobago. En tout cas, bon, bref, c'est mon avis. Ouais. Ils ont quelques contres quand même. Je veux juste te dire, ils ont quelques contres et Zach Stéphane a été très bon sur les 2 ou 3 fois où il a été sollicité. Ouais, effectivement. Mais surtout en première mi-temps, en deuxième un peu moins. Mais oui, tu as raison. Il a toujours été solide, Stephen. En tout cas, c'est un bon gardien. Il est pas mauvais. Et on revient sur chez Anthony, en fait. Anthony, toi, tu as pensé quoi? Est-ce que tu penses... Moi, sincèrement, j'ai trouvé que Tyler Boyd vraiment avait disputé son pire match depuis qu'il était avec les États-Unis. Et c'est, comme l'a dit Antoine, la raison pourquoi il est sorti. Il a été remplacé par Maurice, qui a fait beaucoup de bien à cette équipe américaine. Est-ce que tu as trouvé que toi aussi, Boyd était un peu en dessous de ce qu'il nous avait montré lors du premier match, en fait? Oui, c'est sûr qu'il est... on l'a un peu moins vu et je pense pas que, même si j'aime mes joueurs USL, là, je pense pas que c'est à cause de Neville Eksha. Je pense que c'est vraiment lui, sa performance individuelle qui était vraiment en dessous des attentes. Et quand Jordan Morris est rentré, là, ça a quand même fait du bien aux États-Unis. Donc, oui, vraiment, Tyler Boyd, là, s'il continue à faire c'est juste un match. Le match auparavant, il avait été très bon. Mais s'il continue à faire quelques matchs comme ça, j'ai l'impression que les partisans américains vont pas être très patients avec lui puisque c'est pas comment je pourrais dire ça, un Américain à 100%. Là. D'accord, parfait. Et on revient un peu, on a parlé beaucoup de la charnière centrale américaine. Cette fois-ci, ça a l'air Walker Zimmerman et Aaron Long ont pris leur place dans cette charnière centrale. Si on regarde la première mi-temps où le Trinité et Tobago a fait une bonne prestation, a rendu une bonne prestation, moi, je trouve pas que cette charnière centrale a vraiment trop souffert. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine. Est-ce que tu commences à être convaincu par cette charnière? Ouais, totalement. Franchement, ils ont fait un bon match. Il y a 2, 3 fois où ils se font prendre en compte, mais c'est aussi parce que Berhalter les fait jouer très haut sur le terrain. Mais ils ont fait un match très solide. Ils étaient peu, euh, peu sous pression, en fait, par la Trinité Tobago, pardon. Et le seul souci, c'est Tim Ream qui, ouais, comme tu le disais un peu plus tôt, au bout de 10 minutes, a été pris sous assaut. Et je comprends pas pourquoi Lovitz ne joue pas.
Mais non, la défense centrale, c'était un match très solide, et bien aidé par Michael Bradley, qui sort aussi un gros match. Plus ça va, plus Bradley, il fait des matchs à la Pirlo, vraiment, juste devant la défense, et il fait des relances, mais aux petits oignons. Il y a 2 ou 3 fois où Zimmerman ou Long récupère un ballon en défense, il la passe à Bradley, et Bradley fait des transversales incroyables, que ce soit pour Areola ou Boyd, qui jouent tous les deux sur les ailes. Donc, ouais, franchement, une défense très solide. Ouais, en tout cas, Bradley, il nous a habitués à ça. On l'a vu lorsque Ouais. Toronto avait gagné la MLS en 2017. C'était exactement le rôle qu'il avait, un rôle un peu plus reculé, un peu comme tu l'as dit à la Pirlo, parce que tu peux pas trouver mieux comme dans ce rôle-là, en tout cas. Et effectivement, c'est quelqu'un de très précis. C'est pour ça qu'il a joué dans de très grands clubs européens et que, en fait, il a toujours été aux alentours de l'équipe nationale américaine. Donc, en tout cas, c'est une très bonne chose de voir un Bradley à ce niveau-là. J'aimerais aussi revenir, Anthony, sur la prestation de Weston McKennie. On a parlé, c'est vrai, je suis en train un peu, c'est pas comme si je trouve des critiques sur les États-Unis. Au contraire, c'est une énorme victoire, le 6-0. Mais moi, très sincèrement, j'ai été un peu déçu de ce que Weston McKennie a montré. Il est vraiment tellement considéré comme une future star un peu partout. Il a quand même été très bon en Bundesliga, même si ses stats ne sont pas extraordinaires. Pourtant, 24 matchs joués. Il a juste 20 ans, oui, mais sur ce match-là, j'aurais aimé un peu plus voir de McKennie. On a vu Pulisic. Pulisic et McKennie, c'est les deux futures stars de l'équipe nationale américaine. On a vu Pulisic vraiment être extraordinaire dans ce match-là, avec passe décisive, un but aussi. Mais McKennie, un peu moins. Je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, Anthony. Est-ce que tu as trouvé qu'il a vraiment crevé l'écran, McKennie? Ben, moi, personnellement, là, je regardais le match plus du côté de la Trinité et Tobago, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir voir Pulisic, Bradley contrôler le milieu. Mais vraiment, McKennie, là, surtout en première mi-temps, là, je l'ai trouvé assez absent. Là, on le voyait très peu. Et je pense que ça reflète un peu son match. Là, c'est que vraiment, là, semblait manquer d'impact physique face à une équipe des Trinités vraiment physique. Mais tu l'as bien dit, je pense que c'est exactement l'impact physique. Oui, vas-y, Antoine, tu en penses quoi, toi? La première mi-temps, je suis assez d'accord. La deuxième, l'impact physique n'est pas forcément là, parce que le Trinité et Tobago ont vraiment rarement le ballon. Sur tout le match, ils ont un truc comme moins de 30% ou 30% de position, un truc comme ça. Mais en deuxième mi-temps, ils touchent vraiment plus le ballon. Mais il fait des belles passes. Parfois, il fait des ouvertures très sympas avec Zardes, avec Maurice. Il y avait vraiment une belle connexion. Donc ça allait, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, il a eu beaucoup de mal. Et comme tu disais, par contre, Pulisic a sorti un match aussi énorme. Ça fait du bien parce qu'on voit qu'il prend vraiment l'initiative au milieu de terrain. Et bon, il faisait beaucoup à gauche justement pour aider Paul Areola, mais il y a une vraie complicité entre les deux. Et c'est une bonne chose que match, contre la Guyane, McKennie et Pulisic, c'était vraiment les deux qu'on n'a pas trop vus. Et en deuxième période, là, on les a vus pas mal, et c'est cool parce que ça veut dire peut-être qu'à fur et à mesure de la compétition, ils reviennent. Et McKennie, après, a joué avec Schalke un peu tous les postes possibles et imaginables. Donc, peut-être qu'il a eu du mal à se mettre dans ce poste de numéro 8 / numéro 10 avec les États-Unis, et que petit à petit, il s'habitue. Ouais, mais par exemple, je crois que quand les États-Unis avaient vraiment besoin de lui, c'était vraiment en première mi-temps, et vraiment, on ne l'a pas vraiment vu. C'est sûr, c'est plus facile de faire des belles passes quand tu mènes 3-0 et que la Trinité est complètement découragée parce qu'elle sait que le match est déjà perdu. Ouais, exactement. Mais bon, bref, on revient un peu sur Trinité et Tobago parce que je sais qu'Anthony veut en parler. Donc, pour toi, est-ce que ces joueurs-là, malgré le 6-0, est-ce qu'il y a certains qui t'ont vraiment plu dans ce match-là? Bon, tu as parlé de Highland, malheureusement, il s'est blessé à la 17e minute, remplacé par Kevin Molino. Kevin Molino de Minnesota. On salue notre cher ami du compte FR de Minnesota qui aime beaucoup Molino. Et est-ce que moi, je trouvais Molino vraiment assez quelconque durant ce match-là? En fait, tous les joueurs MLS, même Jovin Jones qui est rentré aussi à la 67e minute, il n'était pas très bon. En tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment impressionné dans ce match-là? Antoine a déjà parlé du gardien qui a fait quand même de beaux arrêts. Par exemple, pour moi, celui qui ressort un peu, c'est Cordell Cato, qui a fait quand même en attaque, qui n'a pas été mauvais du tout. Toi, tu as trouvé quelqu'un d'autre qui t'a plu, Anthony? Ben, comme tu dis, Cordell Cato, mais par exemple, là,
suis revenu sur lui à quelques reprises, là, mais Neville Eksha, là, je l'ai vraiment aimé en défense, surtout en première mi-temps, parce que c'est dur de dire qu'un défenseur était bon à 6-0. Mais vraiment, en première mi-temps, là, en tant que latéral gauche, là, il a très bien mis en sourdine Tyler Boyd. Je l'ai vraiment aimé. Sinon, ouais, les ailiers, là, même un Nathan Lewis, si on suit à la ligue où il évolue, la Ligue 1, la division 3 américaine, là, vraiment, il a été quand même bon en contre-attaque lors de la première mi-temps. Sinon, Levi Garcia là, j'ai quand même aimé ce joueur, mais vraiment, ces trois joueurs-là, je les ai aimés surtout parce qu'ils étaient très rapides et puisque les États-Unis jouaient assez haut, bien, ça pardonnait pas, mais oui, vraiment, si j'avais un joueur à donner, ça serait le gardien, Philippe, et je crois que le match aurait été totalement différent sans la blessure de Highland, qui joue en Arabie Saoudite. Mais par exemple, un joueur là qui je comprends pas encore. Ben en fait, il y en a deux, je comprends pas pourquoi ils sont là. Kevin George a seulement fait 4 matchs de USL cette année, mais j'aurais préféré voir un Dwayne Mouquette qui joue à Memphis à sa place, qui aussi peut jouer un peu plus défensif. Sinon, Leston Paul aussi, là, je suis pas. Lui aussi évolue à Memphis et il a, je pense, c'est 400 ou 500 minutes de jeu depuis le début de la saison. Donc lui aussi, là, je comprends pas pourquoi l'entraîneur le fait débuter, surtout quand un Molino est sur le banc. Là, mais oui, vraiment la Trinité, là, certains m'ont déçu, mais certains m'ont agréablement surpris. Et c'est ça la beauté de la Gold Cup. Oui, effectivement, c'est ce qu'on aime dans la Gold Cup. Ben, on revient finalement à l'équipe qu'on suit le plus sur Culture Soccer. Juste avant, moi j'ai un joueur de Trinité qui m'a impressionné. Anthony, je ne sais pas si tu connais beaucoup, mais le Avin Jones, l'arrière droit de Oklahoma, qui a sorti 2 ou 3 coups francs, je crois 2 coups francs hyper dangereux, et qui a vraiment mis Stephen dans une position inconfortable parce que les coups francs étaient vraiment bien brossés. Et c'était un joueur qui était très offensif et vraiment le plus dangereux, je pense, sur coup de pied arrêté de cette équipe. Oui, et juste pour montrer vraiment son importance, là, c'est vraiment un des piliers à Oklahoma City avec Michael Williams qui était sur le banc. Et sans eux, là, Oklahoma City a perdu 4-1 face à Phoenix hier. Donc, vraiment, Alvin Jones, je ne l'ai pas vraiment cité parce que c'est vraiment, selon moi, le meilleur joueur en défense là, des Trinités. Il est avec la sélection depuis quelques années déjà. Donc, selon moi, il est aussi important qu'un Ireland au milieu. D'accord, donc on va arrêter de tourner autour du pot et on va venir à le sujet principal de ce match-là, Gyasi Zardes. Gyasi Zardes qui a marqué 2 buts hier. Même avant qu'il marque 2 buts, moi, j'ai adoré ce qu'il a fait dans ce match-là. Il a extrêmement bien joué dos au but, même avant son premier but, même en première mi-temps, je l'ai trouvé excellent. Dos au but, il a fait tellement de bien à cette formation américaine. Il a libéré des espaces à ses ailiers. En tout cas, moi, je trouve qu'il a fait un excellent match. Même s'il avait marqué 0 but, moi, j'aurais applaudi sa prestation. Il est sorti à 74e minute pour faire place à Jozy Altidore. Il prendra jamais la place d'Altidore. Altidore est le titulaire, oui. Mais est-ce que tu penses que Gyasi Zardes, maintenant, Antoine, bon, je sais qu'il ne va pas te convaincre pour le reste de ta vie, là, mais est-ce que tu penses qu'au moins, après cette prestation-là, il mérite un peu plus sa sélection? Oui, définitivement. Il m'a un peu convaincu hier, même si je ne suis pas un fan de son jeu. Il a vraiment bien combiné avec les autres autour de lui. Il a touché le poteau aussi. Il y a un moment, il fait un poteau, puis il reprend de la tête et le gardien l'arrête. Donc, il aurait pu marquer un 3e but très facilement. Il y a encore 2 ou 3 lacunes, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'hier, il a été meilleur en fait quand il était positionné comme un attaquant de soutien un peu. C'est-à-dire quand il donnait des ballons à Areola et Boyd, comme tu disais, même s'il n'avait pas marqué, il a vraiment été très influent sur le jeu des États-Unis, ce qui est en fait rarement son poste quand on s'attend avec lui qui court derrière la défense et prenne tout le monde de vitesse, mais là il était vraiment plus posé dans le jeu et il a fait du très bon travail en pivot et en attaquant de soutien. Donc c'est très intéressant et c'est intéressant, c'est-à-dire aussi que cette équipe des États-Unis peut marcher avec un pivot, donc quand c'est Jozy Altidore si Jozy Altidore est vraiment prêt,
je suis sûr qu'il reprendra sa place et que ça veut dire que ça peut marcher très bien avec ses ailiers et un attaquant de pivot comme Altidore. Mais très belle prestation de Zardes hier. Le deuxième but est très beau. Il a beaucoup de temps. Les défenseurs de Trinidad ne le pressent pas trop, mais très très beau but. Et j'ai hâte de le voir. Je pense qu'il restera. Il y a moyen qu'il reste titulaire en fait pour le troisième match parce qu'Altidore avait l'air un peu hors de forme toujours. Parce qu'il revient de blessure et hier, quand il est rentré, il a perdu un ou deux ballons. Donc il y a moyen, je pense, qu'il reste un peu titulaire au troisième match contre le Panama et puis peut-être qu'on verra Altidore en quart de finale. Mais on est moins préoccupé par cette position qu'avant. Et c'est une bonne chose. Il a montré qu'il peut faire un bon match quand il veut. Ouais, effectivement. Et toi, Anthony, tu as pensé quoi de la prestation de Zardes? Je sais que tu as plus regardé le match du côté trinidadien, mais c'est sûr que tu as dû apprécier voir un joueur comme Jesse Zardes tellement critiqué répondre de la sorte. Oui, hein, comme tu dis, même avant ses deux buts, là, il jouait très bien. Et il semblait toujours mettre une menace sur la défense de la Trinité et passait des bons ballons. Et même là, c'est lui qui m'a donné le coup de grâce. Là. Au 3-0, j'ai abandonné. J'avais plus aucun espoir. Mais vraiment, oui, Zardes, là, après un premier match, peut-être un peu plus mitigé. Là, le deuxième match, je crois que il y a de quoi lui donner confiance. Là, et j'ai vraiment hâte de voir les États-Unis face au Panama. Je crois que vraiment ça va être un peu leur match référence. Soit que ça passe ou ça casse face au Panama. Là. Je crois pas vraiment que ça va casser. Je crois que ça va plus passer, mais vraiment, là, les voir face à une équipe pratiquement du même niveau. Pas du même niveau, mais qui se rapproche un peu plus de leur niveau. Là. J'ai vraiment hâte de voir parce que si les Trinités les a quand même pas bougé, mais a très bien résisté en première mi-temps, j'ai hâte de voir face au Panama là, qui a une défense un peu plus expérimentée au haut niveau. Ouais, ben moi je pense que le match contre le Panama, ça va être un match d'essai. Je pense pas qu'il y aura aucun des 11 titulaires, que ce soit du côté de... Bah, pas aucun, je veux dire, ce sera pas le 11A, l'équipe A, que ce soit du côté États-Unis ou du côté Panama. Je doute très très fort en tout cas parce que on oublie que la Gold Cup, les matchs se jouent aux 3 jours. Il y a quand même des chaleurs quand même assez fortes. Donc, quand un entraîneur peut reposer ses joueurs, il va le faire. Et puis, je doute très fort que Berhalter ne fasse pas. N'oublie pas qu'il a laissé le même 11 entre le premier et le deuxième match. Moi, je pense que ce sera pas l'équipe titulaire. En tout cas, j'en suis presque persuadé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine. Est-ce que tu penses qu'il va faire vraiment tourner pour le troisième? Je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être que j'espère que Lovitz jouera. Et peut-être qu'on verra Maurice titulaire. Après, il n'y a pas trop de joueurs. En fait, c'est ce problème des États-Unis. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de profondeur sur le banc. Tu vois, je vois pas Jonathan Lewis ou Will Trapp commencer un match contre le Panama, qui est quand même la plus grosse équipe du groupe après les États-Unis. Donc, je sais pas à quel moment tu vas avoir beaucoup de turnover. Surtout le quart de finale, on s'entend que on va peut-être, même si la Jamaïque était un bon pays, on s'entend qu'on va pas taper le Mexique. Donc, il y a moyen peut-être qu'on continue avec certains remplaçants. Je sais pas encore, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent tellement tourner. Je sais pas. Regarde, Mais, ouais, je vais te donner mon avis. Je vais te donner mon avis. Okay? On a parlé de Jordan Morris en tant qu'ailier. Moi, je pense que Reggie Cannon va être titulaire. Moi, je suis presque sûr que ce sera une charnière centrale Gonzalez-Miazga, par exemple. Will Trapp va avoir des minutes de jeu. Christian Roldan va avoir des minutes de jeu. David sûrement aussi. Et ça ne m'étonnerait même pas que Mihailovic aussi ait des minutes de jeu. Donc, ça fait quand même un gros changement, non? Ouais, non, c'est vrai que je peux voir Roldan, peut-être à la mi-temps, tu vois. Si, imaginons, je sais pas si partir en titulaire, quand même, c'est bizarre, tu vois, tu fais 2 matchs avec une charnière centrale qui s'habitue à jouer ensemble, et là, tu échanges pour le match face peut-être à l'adversaire le plus dangereux. Je trouve ça, même si je sais que c'est pas le match le plus important, c'est quand même l'adversaire le plus dangereux. Je verrais bien, pour le coup, Roldan, tu marques un point, je sais que Berhalter l'adore, donc je le verrais bien jouer pour aussi éviter une blessure de Pulisic ou McKennie. Zardes peut-être pour s'assurer que Altidore soit bien prêt pour l'écart. Et Lovitz, il y a moyen aussi. Cannon, peut-être à la mi-temps. En vrai, peut-être qu'à la mi-temps, il fera ces 3 changements, tu sais, pour laisser un petit peu certains. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais je suis pas aussi convaincu que toi. Je pense qu'il y aura 3 changements maximum. Mais bon, on verra. Mais c'est un tournoi quand même où les matchs, tu l'as dit, il y a peu de temps entre les matchs, mais en même temps, c'est quand même un tournoi très court, donc il faut que les joueurs s'habituent à jouer ensemble. Et maintenant que les États-Unis trouvent des vrais automatismes, ce serait bête de casser tout ça.
Ouais, c'est possible, c'est possible. Et toi, Anthony, tu penses quoi, par exemple, de ce troisième match? Est-ce que tu penses que les États-Unis vont faire tourner ou tu penses pas vraiment, en fait? Tu penses un peu comme Antoine qui vont... Oui, il va y avoir 2-3 changements, mais pas plus que ça. Ouais, ben, je crois que, ouais, peut-être deux, trois changements, mais vraiment, que j'ai j'aurais de la difficulté j'ai de la difficulté à voir Mihailovic, là, le milieu de Chicago, en tant que partant dans une Gold Cup, là, mais à la limite, peut-être un Christian Roldan, ça pourrait être bien de le voir débuter, mais j'en doute bien fort, là. Bah, on verra bien. On verra bien en tout cas. En tout cas, c'est magnifique. Ben, moi, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur ce match-là. Je pense qu'on a parlé un peu de tous les joueurs. Une très bonne prestation 6-0. Je voulais juste Oui, ajouter que c'est vas-y. vraiment bien, je trouve, cette victoire. En fait, c'est assez énorme parce que déjà, ça donne un espoir incroyable aux supporters américains qui n'en avaient pas au début de la compétition. Et puis, surtout, en fait, ça montre, on va pas se mentir, beaucoup de respect pour le Panama, tout ça, mais avant, les États-Unis, s'ils se battaient contre une équipe d'Amérique centrale qui n'était pas le Costa Rica, ils la battaient. Ils la battaient forcément, tu vois, 2-3-0. Alors que là, avant le match contre Trinité et Tobago, à cause de 2017 et de la défaite, les gens doutaient, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce que la victoire est assurée ou quoi que ce soit? Là, les États-Unis ont clairement montré que ils sont de retour. Ils ont une équipe qui peut être compétitive. C'est pas les meilleurs joueurs de l'histoire des États-Unis, mais c'est une équipe qui, après le 3 ou 4-0, est vraiment allée chercher plus de buts. Comme j'ai dit, il y a eu énormément d'occasions. Et c'est vraiment bien de voir qu'ils emmagasinent de la confiance, qu'ils arrivent à chasser le passé un petit peu et pouvoir continuer dans cette dynamique. Donc vraiment, j'étais très convaincu par la deuxième mi-temps de cette équipe et on voit qu'il y a vraiment du talent, même si Trinité et Tobago n'était pas forcément la meilleure équipe de cette compétition. C'est pas une équipe complètement nulle en CONCACAF et ça fait bien de voir les États-Unis en 2 matchs 10 buts. C'est vrai, ben, vraiment, Trinité, là, c'est pas. C'est dans, selon moi, au moins dans le top 10 de la CONCACAF, là, et faut pas oublier qu'elle s'est quand même qualifiée à la Coupe du Monde 2006. Ça fait longtemps, mais elle s'est déjà qualifiée à une Coupe du Monde dans les 15 dernières années. Oui, non, effectivement, c'est pas une mauvaise équipe du tout, Trinité et Tobago. En tout cas, c'est impressionnant de voir une victoire 6-0 des États-Unis. Comme l'a dit Antoine, c'est de bon augure pour la suite. Une dernière question, en fait, que je viens juste d'y penser. Est-ce que, Antoine, tu penses que, je parle souvent à Antoine par rapport à l'équipe nationale américaine parce que Antoine, c'est lui c'est l'expert de la sélection du côté de Culture Soccer. Est-ce que tu penses que cette victoire-là fait en sorte que beaucoup, on va les appeler d'Eurosnob, de supporters américains qui voulaient avoir juste une équipe à 100% européenne, des joueurs américains qui jouent en Europe et qui critiquaient le niveau de la MLS. Est-ce que tu penses que ces personnes-là vont un peu plus respecter la MLS? Parce que si on regarde dans le 11 de départ de l'équipe nationale américaine, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 joueurs de la MLS. Donc, est-ce que tu penses que ça va aider la MLS par rapport aux gros détracteurs de cette ligue? Ouais, non, il y a moyen. Après, ils te diront, je sais pas ce que je dis, hein, mais ils te diront que ce n'est que Trinité et Tobago, tu vois, qu'il faut attendre il faut attendre le Mexique, quoi. C'est ce qu'ils te diront. Trinité et Tobago, c'est pas un niveau de Coupe du Monde, mais moi, je suis d'accord avec toi en tout cas. Il y a 18 joueurs de MLS dans le groupe, parce qu'il y en a 2 Européens qui sont blessés, donc 18 joueurs quand même dans le groupe, c'est assez énorme de MLS. Et ça fait du bien de les voir se lancer un petit peu et de voir Berhalter qui vient de là donner la confiance et ça marche. Donc franchement, ouais, non, c'est une belle chose pour la MLS, même pour l'attrait que cette compétition peut donner aux Américains. Ouais, exactement. Anthony, tu as un avis là-dessus? Ben, moi, je pense que les Eurosnobs suivent même pas la Gold Cup. Donc... C'est possible. Ça sert pas à grand... Mais je suis un peu du même avis qu'Antoine. Je crois que pour que les Eurosnobs donnent un peu de crédibilité à la MLS, il va falloir que les États-Unis gagnent face à une grande nation telle que le Mexique pour avoir de la crédibilité. Et déjà, ils vont vous dire que c'est l'équipe B du Mexique. Donc, je suis d'accord avec vous, mais je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, je trouve que moi, ce que je répondrais aux Eurosnobs, c'est leur dire la dernière fois, quand vous aviez une équipe où il n'y avait pas beaucoup de joueurs MLS contre le Trinité et Tobago, vous avez perdu. Donc, bref.
Franchement, Trinité et Tobago, il y a quand même pas mal de MLSR, parce que c'est quand Bruce Arena est revenu. Mais ouais, c'est juste une génération trop vieille et ça fait vraiment du bien. Tout ça est sous le tapis. On a gagné 6-0 et voilà, on avance. Cool. Ben, excellent. Ben, écoutez, les amis, merci beaucoup d'être venus de nouveau à discuter de la Gold Cup. Comme d'habitude, on est là à chaque jour durant cette Gold Cup pour parler des matchs de la veille. C'est sûr, si jamais à un moment il n'y a pas de match, il n'y aura pas de podcast. Mais c'est pas le cas pour l'instant. On va juste présenter les matchs de ce soir. Il y a 2 matchs très importants pour ce soir et c'est les derniers matchs du groupe A. Et c'est le match entre le Canada et Cuba. Le Canada a besoin de gagner pour se qualifier. Et le deuxième match entre la Martinique et le Mexique. Donc voilà, et on sera demain, bien évidemment, là pour parler de ces 2 matchs-là. Bien évidemment, avec on va prendre un peu plus de temps pour analyser la performance du Canada. En tout cas, Anthony et moi, on a hâte de voir ce match-là et on espère que le Canada va s'imposer largement. Ah, moi aussi, hein. Même si je suis pas canadien, les rouges, on espère. Non, franchement, c'est cool de vous voir avancer un petit peu. Même si on a tous envie aussi de voir la Martinique en quart, mais bon, on espère que les Canadiens, pour qu'on puisse les suivre le plus loin possible, se qualifient. Ouais, ben ouais, vas-y, Antoine. Et pourquoi pas une grosse surprise, la Martinique bat le Mexique. S'il y a un nul et que le Canada fait nul, que se passe-t-il? C'est la différence de but. Et la différence de but, pour le moment, c'est Martinique à ce moment? Non. La Martinique pourrait se qualifier en inscrivant 10 buts face au Mexique. Environ 5 buts face au Mexique. Un 5-0, là, je crois que ça serait bon pour, ça serait bon pour la Martinique pour se qualifier. Ouais, après, s'il y a un nul et que le Canada perd, je ne sais pas par quel miracle contre le Cuba. Ouais, là, la Martinique se qualifie. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera juste pas du tout parce que le Canada va exploser Cuba. Donc, voilà, calmez-vous un peu là. C'est ça. Bon, les amis, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, là pour faire ce podcast-là. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne soirée à Antoine. Et puis, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la Gold Cup et l'analyse des matchs de ce soir.